On démarre avec une liste chevalier gris dans le détachement Brotherhood. Les personnages, on commence avec Castellan Crowe en tant que seigneur de guerre. À cela, on va rajouter un grand maître dans son cuirassier Nemesis. Du côté de l'unité de ligne, ce sera tout simplement une unité de 5 strikes, en transport dédié de Razorback, et pour le reste, on est sur 3 unités de 5 interceptors, 3 cuirassiers Nemesis, un grand bloc de 10 purifieurs et un autre plus petit de 5. Cette construction mise sur un noyau de 4 cuirassiers Nemesis, dont un grand maître, soutenu par un réseau d'unités pouvant se téléporter agressivement. Le tout repose sur un enchaînement de frappes coordonnées repositionnables et réactifs, notamment avec l'arrivée précipitée, pouvant par la suite se replier en réserve lorsque l'adversaire termine son tour. L'objectif est double. Tout d'abord, imposer le rythme de la partie sur des angles de tir au milieu de la table, ainsi que de refuser l'échange défavorable après l'impact. Les interceptors assurent le maillage et la pression latérale, apportant la vitesse et le volume nécessaires pour verrouiller les missions secondaires, tout en punissant toute approximation de placement. Les purifieurs fournissent un bras armé polyvalent. Elle a une bonne densité de tir et d'assaut contre notamment l'infanterie d'élite, un accès à des pics de létalité sur une cible prioritaire et une bonne capacité à tenir pendant que les cuirassiers Nemesis manœuvrent. Castellan Crowe fiabilise ce paquet d'infanterie tout en créant une zone d'interdiction autour des objectifs sensibles. Le grand maître en cuirassier Nemesis pilote l'ensemble. Il a tir fiable et il est une menace de charge longue portée. Combiné au Razorback pour mettre en scène les interceptors, il structure un plan de jeu en vagues successives. Nous avons ici une liste chevalier gris méthodique et mobile, capitalisant sur la téléportation réactive et la gestion fine des engagements. Elle excelle lorsqu'elle dicte l'ordre des activations, force l'adversaire à se découvrir, puis refuse la contre-attaque par un retour en réserve. Du côté des forces, nous avons une pression omniprésente, que ce soit via les téléportations, le stratagème d'arrivée précipitée et les différents replis dus à la règle d'armée permettant d'orchestrer un rythme de partie assez difficile à contrer. Vous avez 4 cuirassiers Nemesis, ce sont des plateformes polyvalentes menaçant aussi bien les véhicules que les unités d'élite à distance comme en charge. Le réseau d'interceptors. Cela vous permet d'avoir une bonne emprise sur le champ de bataille, avoir un scoring actif que ce soit sur le secondaire ou le primaire, ainsi qu'une menace croisée sur plusieurs axes. N'oublions pas le bloc de purifieurs qui est ici extrêmement bien fiabilisé, notamment grâce à Castellan Crowe. L'unité fournit un point d'ancrage, il est capable de nettoyer et de tenir pendant que les cuirassiers Nemesis manœuvrent. Du côté des faiblesses, nous avons tout d'abord une endurance conditionnelle. Sous un feu soutenu anti-char, les cuirassiers fondent vite si les écrans lâchent. Vous avez une forte dépendance au point de commandement. La chaîne de téléportation, puis de retour en réserve, consomme et pénalise les tours tardifs. Vous avez aussi un faible volume de contrôle d'objectifs. La pression que vous exercez en fonction des missions est plutôt viable, mais vous êtes rapidement puni par des listes de hordes à forte occupation grâce notamment en général à leurs caractéristiques de contrôle d'objectifs qui est souvent supérieure aux vôtres. Et évidemment, vous avez aussi des contraintes de manœuvre. Le socle des cuirassiers Nemesis est assez volumineux et cela peut devenir gênant pendant vos placements, notamment dans des ruines assez denses. On enchaîne avec une liste culte Genestealers dans le détachement Host de l'Ascension. Dans les personnages, nous avons tout d'abord un Benefictus, un Locus en tant que seigneur de guerre, un Exos, 2 Primus, le premier avec l'optimisation A Chink in Their Armor et le deuxième avec l'optimisation Assassination Edict. Bien sûr, à cela, nous allons rajouter 2 Reductus Saboteurs. Du côté des unités de ligne, comme d'habitude, prenez quelques notes. Une première unité de 5 acolytes hybrides avec les autopistoles, un bloc de 10 acolytes hybrides avec leurs lance-flammes et 2 plus petits de 5. Et bien sûr, on n'oublie pas les 3 grands blocs de 20 néophytes hybrides. Côté transport dédié, nous aurons évidemment un Goliath Truck. Et pour le reste, un seul Achille avec le mortier, 2 unités d'un seul Achille, cette fois-ci équipées du laser minier, 2 unités de 5 Atalan Jackal, un petit pack de 5 métamorphes hybrides, et on finit avec 2 unités de 5 Genestealers pure souche. Le plan de jeu alterne vagues d'apparition, volée massive, puis un retrait, notamment via le stratagème Return to the Shadow, ou une dispersion sur le champ de bataille pour préserver l'attrition et répéter le même plan. Le Locus ajoute une couche de contre-attaque.
Son combat en premier sanctionne toute armée tentant de forcer le corps à corps trop tôt. La trame de projection est complétée par les acolytes, notamment ceux avec les lance-flammes, pouvant créer un écran agressif, voire un nettoyage sur les points primaires. Les jackals fournissent une prise d'espace, permet aussi de bloquer les mouvements adverses, ou alors peut servir de menace latérale, notamment via leur génération de blessures mortelles. Et vous avez bien entendu un module d'assaut, représenté ici par les unités de Genestealers pure souche et de métamorphes hybrides, pouvant punir un flanc exposé ou verrouillant un point de passage. Côté soutien, vous avez 2 Achilles avec les lasers miniers qui assurent l'anti-char, tandis que le troisième, équipé de son mortier, apporte une source de tir hors ligne de vue pour gratter, déloger, mais surtout améliorer la létalité de l'armée. L'ensemble permet d'empiler de micros avantages, que ce soit de la saturation, de la contestation, mais aussi des multiplications de petites unités sacrifiables pour étrangler le primaire. Face aux listes axées véhicules, ou en ce moment les chevaliers, le culte Genestealer se joue l'étouffement. Taguer, c'est-à-dire abuser des touches critiques 5+, sur notamment de la touche fatale et de la touche soutenue, en plus avec le ligneur couvert et le bonus de pénétration d'armure offert par l'Achille équipé de son mortier. Comme je le disais, une fois que vous avez tagué, vous allez ensuite vous concentrer, c'est-à-dire cumuler la létalité de plusieurs unités sur une même cible, pour être sûr de pouvoir la détruire. Et enfin, vous obligerez l'adversaire à investir des ressources assez chères sur des cibles à faible valeur. Contre l'infanterie d'élite, le double Primus sécurise les fenêtres de dégâts en fiabilisant les salves, alors que le Locus protège des contre-charges mal timées. La liste en soi n'a pas de frappe lourde d'un arsenal de blindés, comme pourrait le faire le Space Marine, voire l'Astra Militarum. Mais il compense par un contrôle du rythme de la partie remarquablement stable et une capacité à marquer sous pression, via notamment les points de résurgence. Pour résumer, nous avons ici un host de l'ascension qui est méthodique, misant sur la largeur du champ de bataille et surtout l'attrition intelligente plutôt que sur l'explosivité brute. Dans une méta où les armées lourdes et les listes extrêmes restent présentes, ce culte Genestealers privilégie la pression continue et la domination sur les objectifs de mission. C'est une approche patiente, fiable et redoutablement efficace entre des mains aguerries. Du côté des forces, nous avons tout d'abord une densité de scoring élevée, 3 grands blocs de 20 néophytes, plus une myriade de petites unités servant en général d'écran mais pouvant aussi maintenir une pression tout en tenant les missions. Vous avez une palette offensive assez complète, que ce soit les lasers miniers des Achilles, le mortier en tir indirect pour améliorer la létalité globale de l'armée, les lance-flammes des acolytes, voire la percée au corps à corps des Genestealers pure souche et des métamorphes hybrides. Vous avez une certaine maîtrise du rythme de la partie, du tempo, via notamment le double Primus, le Nexus, le Locus en contre-attaque, ordonnant les engagements et surtout sécurisant les tours clés. Et enfin, le plan anti-chevalier est plutôt crédible. Vous avez une saturation de contrôle d'objectifs, des unités pour le harceler et une mécanique globale au sein de l'armée permettant un tagging systématique et un verrouillage du primaire. Côté faiblesse, il y a une fragilité structurelle. Les pénétrations d'armure élevées, voire ligneurs couverts, punissent sévèrement les gros packs exposés. Car, faire simple, vous n'avez pas vraiment d'invulnérable dans cette armée. Vous avez une forte dépendance au personnage. La perte d'un ou deux Primus, accompagné du Nexus, voire carrément du Locus, pourrait faire chuter drastiquement la létalité de la liste. Vous avez aussi un anti-char qui est très concentré. L'élimination des Achilles réduit drastiquement la gestion des cibles très robustes. Et enfin, l'exécution de cette liste est très exigeante. Vous avez une forte consommation en points de commandement et un séquençage des différentes unités à activer extrêmement fin. Un tour mal ordonné peut faire s'effondrer la liste complètement. Ce sera une liste Black Templar dans le détachement Gladius. Les personnages, on commence avec 3 castellans. Le chapelain Grimaldus, le champion de l'empereur avec l'optimisation de l'honneur véhément, en tant que seigneur de guerre, le haut marshal Elbrecht,
on rajoute un lieutenant en armes combinées, ainsi qu'un marshal avec l'optimisation de l'armure d'artificier. Du côté des unités de ligne, nous aurons un bloc de 10 intercesseurs d'assaut et 2 unités de 5. En transport dédié, 2 impulsors, et pour le reste, une unité de 5 infiltrators, 2 répulseurs exécutionneurs et 3 unités de 4 frères d'épée. Les 3 petites unités de frères d'épée servent de vecteurs d'impact. Chacune peut recevoir un binôme de personnages, que ce soit un Castellan avec le Marshal ou un Castellan avec Elbrecht. Tout cela apportant relance et divers bonus améliorant la létalité globale de ces unités. Le résultat est une capacité de percée brève mais répétée, capable d'éroder une ligne, puis de se replacer à l'abri dans les transports, via le mouvement réactif du détachement ou si l'adversaire cherche à désengager les frères d'épée. Grimaldus, quant à lui, forme le point d'ancrage au centre de la table, portant robustesse et une tenue d'objectif pendant que les frères d'épée agissent en périphérie. Les intercesseurs d'assaut assurent l'occupation et la rotation des écrans, autorisant des fenêtres d'engagement propres pour les frères d'épée. Les infiltrateurs, utiles dès le déploiement, pouvant freiner les arrivées adverses et sécurisent votre zone de déploiement dans les premiers tours. À distance, le double répulseur exécutionneur structure le plan. Vous avez une puissance anti-char et une saturation contre les unités d'élite. En Gladius, la bascule de doctrine permet d'ajuster le rythme, que ce soit de pouvoir avancer et tirer ou désengager, tir et charge, tandis que le champion de l'empereur menace les pièces adverses de prestige et dissuade les contre-charges mal préparées. C'est une Gladius Black Templar agressive, méthodique et surtout centrée sur des micro-combats gagnés par la qualité des meneurs. Les transports offrent une sécurité, et avec la géométrie des assauts, les répulsors nettoient les cibles prioritaires, tandis que Grimaldus stabilise le scoring au primaire. Entre de bonnes mains, la liste dicte le tempo et force l'adversaire à réagir en retard. Du côté des forces, une projection d'impact modulable, notamment grâce aux petites unités de frères d'épée surboostées par les binômes de personnages. Nous avons un noyau défensif solide autour de Grimaldus pour tenir le centre et encaisser les retours. Vous mettez aussi une pression à longue portée qui est crédible via le double répulseur exécutionneur, permettant ainsi de forcer l'adversaire à s'exposer. Et vous avez aussi, je pense le plus important, c'est surtout cette flexibilité de cadence que vous pouvez imposer grâce au détachement Gladius, que ce soit via vos doctrines, mais aussi les différents outils dans les stratagèmes, permettant d'adapter ce rythme à la mission. Côté faiblesse, nous avons une faible densité de contrôle d'objectifs. En dehors des intercesseurs d'assaut, le primeur peut vaciller si les écrans cèdent trop rapidement. Il y a aussi une forte dépendance au transport. La perte précoce des impulsors, voire des répulseurs exécutionneurs, ce sont des menaces isolées et plus faciles à accueillir. La gestion des masses reste perfectible, la saturation contre les hordes ou les nuées rapides pouvant sérieusement manquer. Et enfin, il y a une vulnérabilité aux armes anti-chars lourdes et aux effets de précision ciblant les meneurs au mauvais moment. On termine ce top 4 avec une liste Emperor's Children dans le détachement Coterie of the Conceited. Vous verrez, la liste est très classique. Nous commençons avec 2 princes démons de Slaanesh ailés, dont l'un aura l'optimisation Pledge of Unholy Fortune et celui qui n'aura pas l'optimisation sera Seigneur de guerre. On rajoute 2 seigneurs exultants, un lord cacophoniste et enfin Lucius l'Éternel. Côté unité de ligne, nous aurons 2 unités de 5 infractors et 2 unités de 5 tormentors. En transport dédié, 2 rhinos et pour le reste, 2 Molorfiend et 3 unités de 6 Noise Marines. C'est une composition très classique des listes Emperor's Children, car le tout repose sur le duo de princes démons ailés, l'un protégé par l'optimisation du Pledge of Unholy Fortune, qui est capable d'imposer une présence immédiate au centre de la table. Le rôle est double, ouvrir d'abord la zone pour les unités et ensuite absorber les premières réponses adverses, pour ensuite convertir la moindre erreur de placement dans une percée. Attention à conserver votre seigneur de guerre, car sans lui, votre plan de jeu s'effondre sur lui-même. Autour de ce pivot, les Noise Marines, amplifiés notamment par le seigneur cacophoniste. Ils assurent une létalité régulière à moyenne portée. Leur volume de tir, couplé à des angles obtenus via les rhinos, permet d'entailler les appuis adverses avant l'engagement décisif.
Lucius ajoute une menace en mêlée. Son simple combat en premier complique les séquences adverses et sécurise les duels contre les unités d'élite. Les deux seigneurs exultants structurent les micro-combats et fiabilisent l'impact des infractors. Les Tormentors constituent la couche d'occupation de petites unités nerveuses utiles pour étirer la ligne de front, verrouiller un flanc ou terminer une cible déjà entamée. Faites tout de même attention car leurs armes sont précision. Et je dois vous avouer, un coup de fuseur dans un personnage clé adverse est si vite arrivé. Les Maulurfian complètent le tableau. Ce sont de véritables béliers. Ils ouvrent des brèches pour les princes et ils fixent les contre-attaques. Nous avons ici une liste de pressions sophistiquées, dictant l'initiative par la mobilité et la séquence des combats. Les princes imposent le rythme, les Noise Marines érodent les points d'ancrage et les Maulurfian forcent les ouvertures. La liste exige en revanche une gestion stricte des ressources, que ce soit en pré-mesure ou avec les différentes unités d'écran. Mais vous avez aussi un usage précis des couverts pour ne pas souffler face aux plateformes lourdes de tir. Côté des forces, nous avons une projection immédiate et de multisaxes grâce au double prince ailé et au rhino, permettant ainsi d'imposer le tempo dès les premiers tours. Vous avez aussi une létalité soutenue, notamment à mi-portée, que ce soit via les Noise Marines, le cacophoniste, qui sont pour les deux complètement excellents pour pouvoir démanteler les unités d'élite et celles de soutien. Vous avez aussi des Maulurfian qui sont efficaces pour ouvrir les coques et punir les véhicules intermédiaires, créant des brèches exploitées en chaîne. Et enfin, vous avez un outil d'initiative en mêlée, que ce soit la priorité, le contre-engagement ou le séquençage, cela complexifiant les réponses adverses. Du côté des faiblesses, il y a une portée effective assez limitée, ce qui fait que cela dépend fortement du terrain et surtout des rhinos pour approcher sans trop s'exposer. Il y a aussi une réponse incomplète aux cibles très massives, principalement les blindés à endurance 12 et plus, qui possèdent une certaine redondance. Et si les Maulurfian tombent tôt, cela peut devenir encore plus compliqué qu'avant. Il y a aussi une densité de contrôle d'objectifs assez modeste et les troupes sont fragiles en dehors de leur transport, pouvant alors céder sur des missions d'attrition longue. Pour finir avec les faiblesses, vous avez aussi une forte pression sur les points de commandement et le timing des stratagèmes. Une séquence ratée se paiera extrêmement cher. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bon d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Exceptionnellement, nous aurons un top 2 et un top 1 dans les listes en vrac, en commençant par une liste Ligue de Votann dans le détachement d'Elves Astroshift arrivant à la seconde place. Dans les personnages, on commence avec Uthar le Destiné, un Brokir Iron Master équipé de l'optimisation d'Elwerk Navigator, et on rajoute 2 Memnir stratégistes. Du côté des unités de ligne, nous aurons 3 unités de Dictonian Berserk en transport dédié, 2 Capricus Carrière, et pour le reste, une petite unité de 3 Brokir Thunderkin, 2 unités de 2 Octonian Earthshaker, 2 blocs de Diankin Yejir et 2 Hécatones Land Fortress. Cette configuration mise sur un noyau haut de gamme très compact. 2 Hécatones Land Fortress embarquent d'Ectonian Berserk et une 3e escouade en frappe en profondeur. Le tout soutenu par un socle d'unités utilitaires comme les Ankin Yejir et les Capricus Carrière, ainsi qu'un appareillage de personnages maximisant les stratagèmes du détachement. L'objectif est clair. Forcer l'adversaire à gérer dès le tour 1 et 2 des menaces de contact crédibles. Les berserk avec l'avance et charge au tour 1 ou alors en arrivée précipitée à partir du tour 2, tout en verrouillant le score grâce à une large présence de petites unités. Le cœur offensif repose sur les 3 blocs de berserk. Dans le détachement d'Elves Astroshift, il bénéficie d'un accès privilégié aux réponses réactives.
moins 2 en mouvement et en charge, ainsi que modificateur, moins 1 pour être blessé, rendant alors leur neutralisation coûteuse et incertaine. La présence d'un Brokir Iron Master avec l'optimisation Delwerk Navigator punit sévèrement toute phase d'attrition incomplète. Ne pas terminer une unité de Berserk ouvre la porte à une contre-attaque immédiate, ou alors à une reprojection permettant d'inverser le rythme de la partie. Le plan de jeu est assuré par les doublons de Capricus Carrière et des 2 unités de Urnkin Yegir. La possibilité de déployer en éclat, c'est-à-dire diviser efficacement les effectifs sur le champ de bataille, permet de multiplier les prises d'espace, de protéger les angles pour les forteresses et permet d'alimenter en continu la validation des secondaires. Dans ce rôle, les Yaegir apportent une valeur disproportionnée au regard de leur coût, surtout en début de partie. Côté soutien, les Chtonian Earthshaker et les Sunderkin fournissent la trame de tir. Les Earthshakers restent situationnels, pas incontournables contre tout, mais très pertinents pour nettoyer de l'infanterie légère, comme par exemple les guerriers aspect chez les Aeldari, où leur rendement se justifie pleinement. Mais le plus important vient du stratagème tectonique fracture, ralentissant la mobilité d'une unité adverse en lui infligeant -2 à sa caractéristique de mouvement, ainsi qu'à son jet de charge. Les Sunderkin ajoutent une couche de menace fiable contre les cibles de résistance moyenne, contribuant à ouvrir la voie au berserk. L'encadrement des personnages, ainsi que le double Memnir stratégiste, sécurise la conduite d'armée, optimisant alors l'économie de points de commandement pour Uthar et offrant une génération de points de rendement avant de déterminer votre règle d'armée avec les Memnir. C'est une liste Votann à 2 vitesses, une mêlée embarquée imposant le rythme de la partie et un scoring large assuré par de nombreuses petites unités utilitaires. La liste capitalise sur les stratagèmes du détachement pour survivre à l'impact initial, punir toute erreur adverse, puis verrouiller la table. La liste est solide contre les armées d'élite, mais elle réclame en revanche une conduite précise. Positionnement, séquencement des stratagèmes, priorité des tirs, etc. pour ne pas s'étioler. Du côté des forces, nous avons tout d'abord une pression de mêlée crédible et répétitive. Les berserk embarqués, plus une brique en réserve apportant des menaces d'avance et charge, voire d'arrivée précipitée. Une excellente tenue des missions secondaires et primaires grâce au Capricus Carrière et au Yaegir, multipliant les prises d'objectifs et les angles de scoring. Vous avez un cadre stratégique robuste, notamment grâce à Uthar et au double Memnir stratégiste, permettant de fiabiliser la gestion des stratagèmes et des points de rendement. Et un appui au tir, notamment grâce au Earthshaker, à la petite unité de Sunderkin et aux Hekaton Fortress, permettant de nettoyer l'infanterie d'élite et ralentissant les unités adverses. Côté faiblesse, nous avons tout d'abord une dépendance à quelques grosses unités assez chères. La perte précoce d'une forteresse ou d'une unité de berserk pénalise fortement le plan de jeu. Une gestion des écrans exigeante, un excès de gestion dans vos cordons peut retarder les charges de vos berserk, c'est-à-dire que plus vous tiendrez à distance l'adversaire, plus vos charges seront longues. Vous avez aussi une fenêtre de vulnérabilité aux tirs lourds à longue portée, notamment anti-chars lorsqu'ils sont concentrés, et particulièrement si le terrain offre peu de couverts aux forteresses. Et enfin, vous avez aussi un rendement assez inégal des Earthshakers, hors cible idéale entre guillemets, pouvant peser sur l'efficacité globale contre certaines armées plus spécifiques. Nous aurons une liste Space Wolf dans le détachement Stormlands. Les personnages, on commence avec Arjak, ensuite Bjorn Main Terrible en tant que seigneur de guerre, un lieutenant avec armes combinées, Logan Grimnar, Ragnar et enfin un prêtre loup. Côté unité de ligne, nous aurons une unité de 10 Bloodclaw, ainsi une unité de 5 intercesseurs. Pour le reste, 2 blocs de 6 cavaliers sur loup tonnerre, un plus petit de 3, une grande unité de 6 garde-loups preneur de tête, une unité de 5 Terminator garde-loup, et on finit avec 3 unités de 5 Wolfen équipées des boucliers tempête. Cette configuration assume pleinement une identité de mêlée rapide, articulant plusieurs couches de menaces pour saturer les défenses adverses. Les 2 unités de 6 cavaliers sur loup tonnerre, accompagnées d'une plus petite unité de 3, ouvrent la voie à un volume d'attaque conséquent, allongent la mobilité tout en facilitant les charges, en imposant une grande emprise au sol et en apportant une pression sur les objectifs.
Dans leur sillage, 3 unités de Wulfen en bouclier et marteau servent de garde avancée, offrant une contrecharge fiable ainsi qu'un ancrage étonnamment résistant depuis l'augmentation de leur endurance, ce qui maintient la pression sans exposer d'emblée les pièces maîtresses. Le noyau de personnages consolide ce plan. Bjorn offre un point d'ancrage dur à tomber tout en stabilisant la gestion des points de commandement autour de lui. Logan perturbe le plan de jeu adverse avec sa capacité de vect tout en maintenant la pression avec l'arrivée au tour 1 en frappe en profondeur des Terminators. Ragnar pousse la létalité au contact, apportant une hausse de cadence grâce à la relance des blessures au Bloodclaw. Arjak complète l'arsenal en renforçant les garde-loups Terminator, servant de tranchant pour découper l'infanterie d'élite ou casser toute tentative d'échange tentée par l'adversaire. Le tout s'ordonne autour d'une brigue de preneur de tête, menaçant aussi bien de contre-charge que d'une énième unité pouvant enfoncer tout dispositif trop résilient, particulièrement avec les bonus apportés par le prêtre loup. Une liste Spacewall franche et incisive, misant sur la densité de menaces de mêlée pour dicter le rythme et étouffer les plans adverses. Elle excelle lorsqu'elle enchaîne ouverture, verrouillage et finition sur des secteurs ciblés du champ de bataille. Mais la liste demande un pilotage précis du placement et des trajectoires pour ne pas s'émousser face aux tirs lointains ou aux écrans à répétition. Du côté des forces, nous avons tout d'abord une projection sur de multiples axes. La triple cavalerie, les Wulfen, les preneurs de tête, tout cela impose des réponses simultanées sur plusieurs fronts. Nous avons un ancrage fiable, notamment avec Bjorn et le regain de points de commandement, les garde-loups Terminator assurant la tenue des objectifs tout en attirant le tir adverse sur eux. Un rythme de jeu offensif soutenu, vous avez un enchaînement de charges possibles ainsi que de contre-charges et toute une rotation permettant de garder l'initiative, ainsi que le renouvellement de vos différentes menaces. Et enfin, une qualité des synergies des personnages. Logan, Ragnar et Arjak augmentent nettement la fiabilité et le plafond de dégâts. Côté faiblesse, nous avons une faible pression à distance, très peu de tirs significatifs dans la liste, exposant celle-ci au gunline longue portée. Une dépendance au terrain. Vous devez avoir une approche plus délicate sur des tables moins couvertes que celles du WTC, surtout face à des armées à tir soutenu. Vous avez aussi un encombrement de la ligne de charge. Vous avez de nombreux gros socles, notamment la cavalerie sur l'Outonnerre, pouvant gêner et compliquer les angles d'engagement. Et enfin, une gestion d'écran massif. Vous avez un risque de vous enliser si l'adversaire multiplie les cordons sacrifiables et les repris tactiques. Nous finirons avec une liste Aeldari dans le détachement Windrider. Les personnages, on débute avec Eldrad Ultran en tant que seigneur de guerre, ainsi que Lycis. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 5 Corsair Void River, 3 blocs de 6 Windrider équipés de canons Shuriken, un autre bloc de 6 Windrider mais cette fois-ci en Scatter Laser, et 2 unités de 3 Windrider en Scatter Laser. Pour le reste, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus, 2 prismes de feu. Ensuite, une unité de 5 Rangers, une autre de 3 Shining Spear, de 3 Shroud Runner, un Warwalker équipé de la Bright Lens et du Scatter Laser, 2 Warlock Skyrunner, une première unité de 5 araignées spectrales équipées de la Power Blade, et une autre unité de 5 équipée cette fois-ci du Spinerat Rifle. Cette configuration pousse à l'extrême la frappe rapide des motojets tout en conservant un socle de menace à longue portée pour forcer l'adversaire à se découvrir. Le cœur du plan repose sur la masse de Windrider, 3 unités en canon shuriken pour écraser les briques d'infanterie à mi-portée, y compris les formations populeuses, épaulées par des escouades en scatter laser dont la saturation à longue portée permet de nettoyer les écrans d'unités légères. Eldrad stabilise la génération des points de commandement tandis que les Warlock Skyrunner apportent un outil de contrôle des objectifs, de validation du secondaire et permet aussi de protéger un flanc en repoussant les frappes en profondeur. En arrière-ligne, la liste aligne des soutiens calibrés pouvant créer de l'espace au moment opportun. 2 prismes de feu ancrant la menace anti-char à distance capable de punir un châssis trop exposé et obligeant l'ennemi à jouer plus bas sur la table. Les araignées spectrales assurant le harcèlement et la prise de flanc tout en menaçant toute unité d'infanterie avec leur profil d'arme à torrent. Les Shroudrunners, les Rangers et le Warwalker complètent la trame, venant soutenir le tout en créant des fenêtres
où les Windriders pourront frapper sans trop s'exposer. Enfin, l'Ikis sert de pièce de correction, pouvant intervenir chirurgicalement contre une escouade précise, punissant tout placement imprudent ou alors venant améliorer les touches critiques contre une unité adverse spécifique. En résumé, c'est un Windrider Host affûté, misant sur la prise d'initiative et l'usure par la saturation. La liste excelle lorsqu'elle ouvre une brèche, puis enchaîne repositionnement et des micros-échanges pour empêcher toute reconstitution de la ligne adverse. Elle exige un bon pilotage, une gestion des distances, des priorités sur vos tirs, de choisir vos cibles prioritaires ainsi que d'un timing des synergies entre les unités. Et bien sûr, il vous faudra une lecture très fine du terrain. Du côté des forces, d'abord nous avons une saturation écrasante à distance, les skaters laser, les canons shuriken permettant de nettoyer les écrans et les escouades populeuses avant qu'ils puissent organiser une contre-offensive. Vous avez un anti-char dissuasif, grâce notamment aux 2 prismes de feu, imposant de la prudence aux véhicules lourds et forçant des dispositions défavorables. Vous avez une maîtrise du rythme de la partie, vous avez de la mobilité, vous avez des unités de harcèlement, les araignées spectrales et les Shroudrunners, ainsi qu'une synergie entre les unités s'apportant des petits avantages chacune. Et enfin, une fiabilisation des tours importants. Eldrad sécurise les moments critiques via notamment l'activation de stratagèmes, mais aussi l'Ikis pour pouvoir punir une unité très spécifique, ou alors tout simplement pour apporter un bonus de touche critique aux autres unités de votre armée. Côté faiblesse, nous avons une fragilité structurelle. Les motojets sont sensibles aux ripostes, particulièrement des armes ignorant le couvert. Vous avez une dépendance à la frappe initiale. Un premier échange mitigé ou contré peut faire s'effondrer votre plan de jeu. Votre capacité anti-char est trop concentrée. La perte des prismes de feu réduit fortement la pression contre les listes avec plusieurs châssis lourds. Et enfin, vous avez une faible résilience globale de l'armée. Vous êtes sensible aux armées abusant des interruptions, que ce soit l'Overwatch ou les interventions héroïques.